Suavero Minorix, Suavero. Alors aujourd'hui, encore de sortie dans un lieu exceptionnel. Je suis aujourd'hui avec Charlotte. Bonjour Peter. Charlotte. Bonjour. Bonjour. Alors, où nous nous trouvons ici, Charlotte? Eh bien, vous êtes à Cassinomagus. Oui. Cassinomagus, du gaulois Cassanomago, qui veut dire le marché aux chênes. Le marché aux chênes. Exactement. Très bien, Voilà. très bien. Donc une ville, une petite agglomération secondaire du territoire des Lémovis, encore eux. Toujours les Lémovis, les amis. Les fameux Lémovis. Hein. Alors, ils étaient partout, hein, comme vous pouvez le voir. C'est génial. Alors qu'actuellement, on est sur le département de la Charente. On a légèrement changé de région administrative. Alors, on va découvrir ce lieu ensemble. On est parti? On est parti. Ben, les amis, toujours avec Charlotte. Charlotte, qu'est-ce qu'on peut dire de ce lieu? Alors du coup, on est sur une agglomération secondaire, donc de taille assez moyenne, mais les Lémovis, comme vous les connaissez très bien, ont vu les choses en grand et ont décidé que Cassinomagus serait la vitrine de leur pouvoir, la porte d'entrée en fait sur leur territoire du côté ouest, puisqu'on est à l'ouest du territoire des Lémovis, vraiment aux confins du territoire. Donc ils ont vu les choses vraiment en grand, ils ont fait un temple de plus de 30 mètres de hauteur, un édifice de spectacle qui a l'air d'avoir des proportions aussi très grandes, et des thermes qui faisaient 12 500 mètres carrés de superficie. 12 500 mètres carrés de superficie, vous entendez ça? Ouais, les quatrièmes thermes les plus grands de la Gaule romaine à l'époque. Vous entendez ça? Énorme, juste énorme. Les Lémovis vraiment vont montrer leur domination et leur puissance par ces bâtiments gigantesques. Donc là, on est dans des thermes publics, c'est vraiment construit pour le peuple, et les thermes publics servent dans un premier temps à l'hygiène. Ça, c'est vraiment la base. On vient se laver dans les thermes. Mais on ne vient pas se laver avec du savon gaulois, puisque nos amis gaulois avaient du savon. Les Romains vont choisir une méthode plus longue, mais selon eux plus efficace. Ils vont tout baser sur le choc thermique. Sur le choc thermique. Voilà. Donc le but, c'est d'aller dans des salles chauffées, d'où les pilettes d'hypocauste derrière nous qui servent à chauffer par-dessous, en fait, le sol des salles. Ce que vous voyez là, les amis, juste derrière là. Voilà, vous avez en fait par-dessus un sol qui va être posé, donc vous voyez que les pilettes sont de plus en plus larges, ce qui va permettre de réunir en fait toutes les tuiles, toutes les briques du dessus. Ah oui, oui. Et après l'air chaud va circuler entre les pilettes de briques et chauffer le sol par-dessous. Impressionnant, on n'a rien inventé, hein, vous le voyez. Hein. Voilà, c'est exactement un chauffage au sol, c'est ça, c'est un chauffage au sol. Et grâce à ce chauffage, ils vont pouvoir faire un circuit qui va passer par des salles tièdes, des salles très chaudes, donc transpirer abondamment. Incroyable. Le but, c'est, les Romains disent, d'ouvrir les pores de peau pour évacuer les mauvaises humeurs. Alors, c'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais... Les aigris, voilà, vous entendez? En gros, c'est ça. Et en fait, on va faire évacuer la saleté, la crasse qui est dans les pores de peau. Après, ils vont passer par une salle comme celle-ci, là où nous sommes, c'est une salle de soins du corps, qu'on appelle un destrictarium. Ils vont se racler la peau. Donc là, il faut imaginer des masseurs, plein d'instruments pour vraiment s'épiler, se raser, etc. On se décrasse abondamment. Et oui, les amis, les Gaulois n'étaient pas si sales que ça, non. Malgré les légendes urbaines. Hein. Sachant que là, c'est des Gallo-Romains. C'est-à-dire que là, ils ont clairement adopté la coutume romaine. D'accord. Voilà. On est sur un bâtiment qui n'a rien de gaulois, désolé. Tout à fait, tout à fait. C'est un bâtiment qui a été clairement importé aux Gaulois, mais que les Gallo-Romains se sont très très vite appropriés. C'est-à-dire qu'en Gaule romaine, au 1er siècle après Jésus-Christ, on voit pousser des thermes partout dans toutes les villes. Donc ils ont vraiment adoré ce bâtiment-là et ils ont adopté les mêmes coutumes. D'accord. Donc après le décrassage, on termine par un bain froid, d'où le choc thermique. Ça va raffermir la peau, refermer les pores de peau et garder les bonnes humeurs. Nordique, les amis. Ben oui, c'est ça, exactement. Tout à fait. Exactement. On a les saunas, on a les hammams, dans ces termes-là, il y a déjà tout ça. Incroyable. Et c'était un lieu ouvert au public, mais payant, malgré tout. Ah, pas facile comme question parce que sur Cassinomagus, malheureusement, on manque beaucoup de textes. On n'en a quasiment pas. Donc, on n'a pas de preuve archéologique qu'il y ait eu un comptoir payant ou qu'il n'y en ait pas eu, malheureusement. Mais si on suit la logique romaine, les thermes publics sont censés être gratuits. Les thermes publics sont ouverts pour le peuple. Voilà. Donc, tout le monde a le droit d'y aller. Attendez, hein. Voilà. Petite précision, pas de maillot de bain. Donc je vous laisse deviner, nous sommes un peu nus, donc interdiction pour les hommes et pour les femmes de se baigner en même temps. Voilà. D'accord. Donc un horaire réservé aux hommes, un horaire réservé aux femmes. Voyez. Voilà. Les choses étaient bien faites, vous voyez, déjà à l'époque. Parfait. Parfait. On continue? On continue la visite. De retour. Où nous nous trouvons actuellement? On est dans la salle des grands bains chauds.
Les grands bains chauds. Donc okay. On a parlé un peu de chauffage. Cette salle, elle est chauffée, toujours par le sol. Mais vous voyez que là, cette fois, c'est pas un sol normal, c'est la piscine, c'est la natation qui va prendre vraiment toute la place de la pièce. Wow. Alors je dis la natation, mais en fait c'est les natations, puisque juste de l'autre côté là-bas, vous avez exactement sa jumelle. Vous avez deux symétriques qui vont prendre vraiment tout l'espace de la pièce. Et là, on a une conservation extraordinaire, puisque vous avez les vraies dalles calcaires qui sont encore en place dans la piscine. Vous avez les marches d'escalier au fond qu'on aperçoit qui sont toujours là. On voit même au fond là-bas l'arche du four qui permettait d'alimenter en air chaud cette salle. Et en fait là, on ne le voit pas puisque le sol est conservé, mais sous la piscine, il y a les conduits de chauffe qui vont permettre de garder l'eau chaude, de maintenir l'eau chaude. C'est cela, waouh, impressionnant. Voilà, donc il faut imaginer une ambiance chaude autour de 40 degrés environ, avec beaucoup d'humidité forcément, puisque cette fois, l'eau a été chauffée. Alors on n'en a pas parlé, mais pour avoir de l'eau, il faut un aqueduc. Et tout à fait. Voilà, donc à Casino-Magus, on a un aqueduc, mais qu'on ne voit quasiment plus, qui a quasiment disparu, mais qui a été bien fouillé par les archéologues. Il n'est pas plus que 3 km environ de longueur, et il va nous amener de l'eau uniquement au temple, uniquement au terme. Il ne va pas à la ville de Casino-Magus. La ville de Casino-Magus est pourvue en eau par des puits, essentiellement. D'accord. Voilà. Ce qui veut dire que l'eau est très importante pour les Lémovis ici, puisqu'elle va alimenter le sanctuaire. Et ça, c'est quand même assez inédit. L'eau va même passer entre deux autels qui ont été repérés en archéologie. D'accord. Donc il y a un culte autour de l'eau. D'accord. Ce qui veut dire que la même eau est utilisée au temple et dans les thermes. Tiens. Alors, c'est la même eau de l'aqueduc. Alors, imaginez qu'à l'époque, on ne fait pas un pas sans demander l'avis des dieux. Hein. Les dieux sont omniprésents dans la vie des Gallo-Romains. Et bien, cette salle-là a posé pas mal de problèmes aux archéologues parce qu'elle est très étonnante. On n'a pas, en fait, ailleurs, deux piscines comme ça, côte à côte, dans la même pièce. Parce que si vous observez bien, vous avez simplement des arches entre les deux piscines. Hein. On voit les piliers là qui restent encore. Il n'y a pas de porte entre les deux piscines. Tout à fait. Donc, c'est pas un côté les femmes, un côté les hommes, c'est une seule et même pièce qui fonctionne en même temps. Pourquoi donc? L'hypothèse actuelle, c'est que cette salle-là a eu, en plus, bien sûr, on peut imaginer de l'hygiène, du repos, de la détente, le côté spirituel. C'est-à-dire qu'on serait venu se purifier de manière religieuse, faire des ablutions rituelles, avant de monter au sanctuaire là-haut, faire des offrandes et des cérémonies aux dieux. Ah, d'accord. Voilà. Donc il y a un côté à Casino-Magus un peu plus religieux qu'ailleurs, parce qu'on a un sanctuaire qui est très très grand. On fait aussi partie des plus grands sanctuaires de la Gaule romaine, avec un temple qui fonctionne avec de l'eau. Culte autour de l'eau, terme à côté, forcément il y a un lien entre les deux. Voilà. Et tout à fait, tout à fait. Une question. Oui. Est-ce qu'il faisait une différence entre classes sociales quand il se baignait en piscine? Normalement, non. C'est-à-dire que techniquement, dans les termes publics, vraiment tout le monde va s'y côtoyer. On a même des textes antiques qui nous disent que les riches arrivent avec des cohortes de serviteurs qui vont se montrer, qui vont payer à boire, à manger à tous. En gros, ils viennent, alors ça en plus c'est plein à la période des élections, mais ils viennent bien se montrer pour justement qu'on les repère, qu'on pense à eux aux prochaines élections, etc. etc. Et on a la preuve justement que les riches sont venus ici, dans ces termes, côtoyer le bas peuple, puisque nous avons découvert dans des égouts, donc, en fait, un bijou qui est tombé dans une piscine, qui après a été évacué dans les eaux sales et qui est tombé dans un égout. Donc nous, on l'a trouvé dans l'égout. Et ce bijou, c'est une bulla en or, qui est donc donnée aux petits garçons, pas les petites filles, on s'en fiche, hein, bien sûr, aux petits garçons pour les protéger durant toute leur enfance. Voilà, donc c'est un pendentif tout petit en or pur qui est assez extraordinaire et c'est clairement un enfant riche qui est venu se baigner dans les thermes ici. Très intéressant. Voilà. Vous avez entendu les amis, voyez bien, hein, l'évolution se fait non pas par la division, mais par la cohésion. C'est ça. Ah, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre de cette salle? C'est quand même extraordinaire de par aussi sa luminosité, puisqu'en fait, si vous regardez bien, on voit encore tout l'emplacement des fenêtres ici. Tous les U, ce sont les emplacements des fenêtres. On en a vraiment à plusieurs endroits différents. C'est assez vraiment inédit, puisque normalement, une fenêtre est faite de la déperdition de chaleur. Alors, ils ont du verre, il n'y a pas de souci, ils ont du verre pour isoler, mais ils savent bien que plus ils mettent de verre, plus ils perdent de la chaleur. Donc là,
Là, c'est une vraie volonté de leur part d'éclairer cette salle de manière extrêmement lumineuse, vraiment avec le plus possible de fenêtres, pour qu'elle ait un rayonnement solaire, entre guillemets. On retrouve peut-être aussi, encore une fois, le côté divin et le côté religieux, si vous voulez. Voilà le deuxième bassin. Regardez ça, c'est impressionnant, regardez ça. Et là, comme le sol est effondré, on aperçoit les conduits de chauffe. Petite différence avec tout à l'heure, on n'a plus de petites pilettes d'hypocauste comme on a vu précédemment, parce que les piscines sont trop lourdes. Donc les pilettes se seraient effondrées. Tiens. Donc là, ils ont changé leur système, ils ont fait des conduits de chauffe, des conduits d'hypocauste, vous voyez. Vous en avez un qui est sous la longueur du bassin, un sous la largeur et 4 sous le sol, la pièce. Du coup, l'eau, il faut bien imaginer quand même que dans nos termes, potentiellement, il peut y avoir au moins 500 personnes qui viennent se laver en même temps. C'est faisable vu la taille du bâtiment. Ce qui veut dire 500 personnes qui vont se baigner dans la même eau. 500 personnes qui ont voyagé, qui sont un peu crasseux, qui vont être pleins d'huile aussi. Ça fait pas mal. Ça fait beaucoup de monde, sachant que ça peut être tous les jours et ça peut être toute l'année. Eh oui. Et l'eau, il n'y a pas de chlore dedans, hein, on est d'accord, hein, voilà, il n'y a pas de traitement de l'eau. Donc il faut imaginer pas du tout une eau claire comme nos piscines à nous, il faut imaginer une eau un peu laiteuse, un peu grisâtre, avec de l'huile qui flotte bien sûr, et puis les cheveux et tout ce que vous voulez, voilà, ça donne moins envie tout de suite. Un peu moins. Voilà, c'est bien entendu des termes publics, on n'oublie pas, voilà. Ils ont quand même bien pensé au renouvellement de leur eau, c'est-à-dire qu'ils vont constamment chauffer de l'eau pour l'importer dans la piscine, pour qu'elle se déverse par des canalisations directement chaudes dans la piscine, et ensuite ça va faire déborder la piscine. Et donc c'est ce que vous apercevez ici, en fait c'est la rigole de débordement du bassin, des deux bassins même. Wow. Donc les piscines débordaient ici, et après s'évacuer dans les égouts. Et on verra où débouchent les égouts après, vous allez voir, c'est rigolo. Ils vont vraiment réutiliser leurs eaux jusqu'à la fin. Et donc là, on va permettre de trier le plus gros de la saleté. On va dire que c'est un premier tri, si vous voulez. Ça nettoie ce qui au moins flotte. Mais voilà, on remet quand même dans son contexte, on est quand même, il y a presque 2000 ans, donc c'est une eau qui est quand même assez trouble et qui est quand même pas ultra propre par rapport à notre vision de la propreté aujourd'hui. Voilà. D'accord. On remet dans son contexte, hein. D'accord. D'accord. Voilà. Il y a aussi un petit problème dans les termes publics, c'est que ça véhicule beaucoup de maladies. Ça, forcément, ils n'en ont pas tout de suite conscience, puisque c'est bien plus tard qu'on saura que l'eau a véhiculé, par exemple, la grande peste noire de la fin du Moyen-Âge, mais on est sur des termes qui vont malheureusement propager des maladies sans arrêt. Voilà. Ils se baignent tous dans la même eau, donc forcément, on ne vit pas très vieux à l'époque, hein, quand même. Eh oui, c'est ça. Voilà. C'est ça. Sachant que ça ne venait pas d'eau thermale proprement dite. Et non. Et non. Exactement. Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais notre aqueduc apporte une eau froide et une eau classique. Vraiment, il n'y a rien. Il n'y a pas de source chaude. On n'est pas sur un sous-sol volcanique avec des sources chaudes. On est vraiment sur une eau froide qui vont chauffer dans des chaudières de métal pour ensuite qu'elle se déverse dans les piscines. Impressionnant. Voilà. Alors, au niveau technicité, ça c'est clair que là, on peut vraiment les applaudir parce qu'ils sont ultra précis dans tout ce qu'ils font. C'est vraiment assez impressionnant. Vous avez des chaudières de métal. Alors on aperçoit là-bas d'ailleurs le trou d'arrivée de l'eau chaude dans le mur là-bas, qui est vraiment directement au-dessus du four. D'accord. Puisque le four va servir à chauffer l'air de la salle, mais aussi cette fameuse chaudière. Oh. C'est-à-dire que on va mettre l'eau sous pression pour qu'elle monte dans la chaudière et qu'après elle se déverse dans la piscine, ce qui permet de faire passer des niveaux. D'accord. Voilà, c'est vraiment le même principe. On a une architecture ultra précise, une technicité ultra précise. Après, bon, ils sont avancés en médecine, mais n'empêche que pas pour tout non plus. Voilà, faut remettre un peu dans son contexte aussi, quand même. Bien sûr, bien sûr. Voilà pour cette immense salle qui est vraiment exceptionnelle, parce que c'est pas, on va dire, normal d'avoir deux énormes piscines vraiment côte à côte. Elle va un peu briser la symétrie du plan parfait romain. D'accord. Donc, elle est vraiment là, comme je vous disais, pour servir quelque chose et certainement servir le culte qui se pratiquait à Cassinomagus. Et donc après, par contre, tout le reste des termes est clairement symétrique, comme les plans romains, et on va retrouver à chaque fois 2 fois les mêmes salles de chaque côté. Donc quand on est un gallo-romain et qu'on a déposé nos affaires au vestiaire, on peut commencer d'un côté ou d'autre notre circuit, on va tomber sur la même chose. D'accord. Voilà. Alors là, où sommes-nous exactement? Alors là, on est dans la Sudatio, qui est la salle vraiment de sudation, comme son nom l'indique, la salle de transpiration. De transpiration. On peut avoir fait une petite pause dans la salle d'à côté, qui est le grand épidarium, pour boire, manger, etc. Et là, on va vraiment transpirer abondamment. Comme je vous disais, ouvrir les pores de la peau et décrasser. Il faut comparer cette salle à clairement un sauna.
c'est-à-dire qu'il fait chaud mais sec. Ici, on n'a plus d'humidité comme la salle qu'on a vue précédemment. On a vraiment une chaleur très très sèche. On peut largement imaginer 50 degrés dans cette pièce. 50 degrés, vous voilà, imaginez. Pour seulement 10% d'humidité. Wow. C'est voilà. Impressionnant. Et donc cette salle, elle a une particularité, c'est que en fait cette partie de la salle ici n'a pas été dégagée volontairement. Vous voyez qu'on a encore une grande butte de terre qui est ici, qui est volontairement laissée pour montrer aux visiteurs comment étaient enfouis les thermes avant les dégagements de 1958. D'accord. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Les thermes sont construits, je vous l'ai dit, début de la construction 100 après Jésus-Christ, et on sait précisément qu'en 280, les thermes ont été ravagés par un incendie. Ah oui. Voilà, donc les charpentes ont pris feu, tout s'est effondré, les toitures se sont effondrées sur les voûtes sont tombées, donc les murs se sont arrachés, ce qui explique que nous on ait des murs assez rasés à l'étage en fait, puisque tout est tombé, mais ça a en fait figé le monument. Ça l'a protégé du pillage, puisqu'au siècle suivant, les gens ne voyaient plus cet espace. C'était entièrement, vous voyez, sous une espèce d'énorme couche de gravats. D'accord. Et puis après, le temps a fait son œuvre, c'est-à-dire que la végétation s'en est emparée, puis la terre, puis la végétation, et on ne savait plus, on avait perdu la mémoire de ce lieu-là. On ne savait plus ce que c'était. Alors que le temple, on n'a jamais perdu sa mémoire. Voilà, on a toujours su qu'il y avait un temple là-bas. Il a été bien démonté proprement pierre par pierre, on a bien récupéré le marbre, voilà. Je suis sûre qu'il y a des gens à Chassenon qui ont des super salles de bain en marbre du temple. C'est quasi certain. C'est quasi certain. Du coup, vous avez un traitement qui a été fait différemment sur ce monument parce qu'il a été détruit en fait d'un seul bloc. D'accord. Et il faut attendre 1958, c'est monsieur Jean-Henri Moreau, pour qu'enfin on s'intéresse à cette colline. Alors on se doutait bien qu'il y avait quelque chose dedans, parce qu'on voyait des petits bouts de murs apparaître, on voyait des petits souterrains, etc. On savait clairement pas ce que c'était. Et il s'attendait sûrement pas à une découverte d'une telle ampleur. Lui, il était passionné d'histoire, il voulait faire ça comme ça, un peu sur son temps libre. Et ben son temps libre, ça lui a pris 30 ans. Voilà. Merci monsieur Moreau. C'est ça. Ça lui a pris 30 ans avec l'association des Amis de Chassenon qui va créer, le département de la Charente qui va racheter rapidement les terrains pour classer monument historique aussi ce lieu, etc. Et vous avez du coup un bâtiment qui va être dégagé pendant 30 ans pour qu'on arrive à redécouvrir un petit peu les vestiges. 30 ans de travail les amis pour que vous veniez ici visiter, hein. Bon. Exactement. D'accord, très bien, très bien. Très intéressant. Mais il fait chaud aujourd'hui les amis. On va peut-être se refroidir. Oui. On va se refroidir un petit peu. Allons au frigidarium. Allez, je te suis, c'est parti. Eh ben, qu'est-ce qui faisait chaud? On respire, ça va mieux là. C'est normal. C'est normal puisqu'on est dans le frigidarium. Et le frigidarium, c'est la salle froide par excellence. Alors, attention, frigidarium, ça peut nous faire penser très vite à un frigidaire. C'est pas une salle qui est refroidie, c'est une salle qui est pas chauffée. Donc en fait, elle est à température ambiante. Voilà. Alors, elle varie bien sûr en fonction de l'hiver et de l'été. Surtout ce frigidarium-là, puisqu'on est plein nord, donc autant vous dire que lui, bon, il devait faire son petit effet quand même quand on sortait des bains chauds. Celui au sud où on était précédemment a plus de lumière naturelle et a plus de chaleur, donc il va être un petit peu plus chaud. Voilà. Donc c'est une immense pièce, vraiment très très grande, où on va venir se refroidir dans un bain, alors qu'on ne voit quasiment plus, mais qui était là-bas, et qui est un petit bain très peu profond. C'est-à-dire que l'eau va m'arriver à peu près au niveau des genoux, c'est tout, mi-cuisse max. Le but c'est pas de nager. Le but, c'est de s'asperger d'eau froide pour faire un choc thermique. D'accord. Voilà, on fait vraiment une petite aspersion et puis voilà. On a des choses assez intéressantes ici. C'est les tunnels que l'on aperçoit puisqu'en fait, le sol s'est effondré. Le sol de la salle s'est effondré. Et donc, qu'est-ce qu'on a sous le sol de la salle? Déjà, première chose, on n'a pas d'hypocauste, donc on est clairement sur une salle non chauffée, ça c'est évident, ça se voit en archéologie. Et deuxième chose, on a ces espèces de tunnels là. Vous voyez, ces espèces de salles voûtées. Alors là, ils sont comblés de terre puisque le monument s'est effondré, mais il faut imaginer que sous nos pieds, on a ces mêmes tunnels. Et ils servent à quoi? Ils servent à porter le poids du bâtiment. Ce que vous apercevez là, c'est les fondations du monument. Impressionnant. On a 25 salles voûtées comme ça sous le monument. 25 salles voûtées, voilà. C'est énorme. Et leur taille en moyenne, c'est 10 mètres de long. D'accord. Voilà, elles ont toutes à peu près la même taille. Elles ont une largeur assez faible, mais par contre, elles n'ont pas la même hauteur. Parce que leur deuxième fonction, c'est de rattraper le dénivelé de la pente. Puisque les thermes sont sur une pente très 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 forte. On le verra tout à l'heure quand on ira en bas. Et donc, en haut de la pente là-bas, où on a commencé, les salles sont assez basses.
entre 1,50 m et 1,60 m de hauteur. D'accord. Et là, sous nos pieds, on est au point le plus bas, on a 5 mètres de vide sous nos pieds là. Waouh. Voilà, Wow. ne saute pas trop. Vous les amis, j'ai pris du poids, mais quand même. Donc voilà, c'est des tunnels à la fois qui vont servir à porter le poids des thermes, donc de fondation, à rattraper le dénivelé du terrain et à faire un vide sanitaire sous les thermes. Ce qui empêche l'humidité de remonter dans les plafonds et donc de fragiliser le monument. C'est impressionnant. Voilà. Ils ont pensé à tout, vraiment. Voilà, ils ont vraiment pensé à tout. Quand je vous disais que c'est des architectes de génie, c'est clairement, ils ont eu des expériences un peu désastreuses, ils ont appris de leurs erreurs et ils ont, là on est, comme je vous disais, au 2e siècle après Jésus-Christ, on est vraiment sur la perfection, quoi. Ils ont vraiment tout compris sur les monuments. Donc leurs monuments tiennent, vous le voyez encore, quasiment 2000 ans. Impressionnant. C'est juste impressionnant. C'est génial. Ok. Eh ben... On termine par un petit décrassage? Allez, on va faire un petit décrapage. J'en ai besoin, les amis. Allez, je vais me décrasser. À tout de suite. Où sommes-nous ici? Alors là, on est au Destrictarium. On l'a évoqué rapidement tout à l'heure, mais c'est la salle de soins du corps. Donc, comme d'habitude, on en a deux, puisque c'est symétrique, d'accord. On est dans une salle chauffée, donc il fait une ambiance un peu tiède, agréable. On va pouvoir se faire masser, se faire passer de l'huile sur le corps. Faut pas oublier qu'ils se mettent beaucoup d'huile sur la peau pour justement que ça capte un peu la sueur et les saletés. D'accord. Donc, au préalable, avant d'aller transpirer, d'accord. On peut après revenir dans cette salle une fois qu'on a bien transpiré pour justement enlever cette couche de sueur et d'huile pour faire comme une sorte de gommage, en fait, frotter sa peau. Ce qui vraiment est la technique des Romains, c'est arracher la couche de sueur et pas remettre des couches de savon. En gros, voilà. Et on peut aussi payer, par contre, là c'est clair dans les textes antiques, on va payer des masseurs, on va payer des personnes qui vont nous faire un rasage, une épilation, des choses comme ça. On peut avoir ses propres instruments, mais en général ici on va pouvoir payer aussi des gens professionnels. Yves Rocher, quoi. C'est ça. Yves Rocher. Voilà. Et donc cette salle-là, comme je vous disais, on peut l'utiliser de deux manières différentes. Soit vous commencez juste votre parcours et vous venez là l'utiliser en tant que onctorium, ce qui veut dire oindre la peau, donc en tant qu'onction. Donc là, vous commencez, vous venez vous faire mettre de l'huile sur le corps et ensuite vous allez soit faire votre sport, soit transpirer dans les salles chaudes. Et Destrictarium, c'est après la transpiration pour se décrasser. Vous avez des cours en plus par-dessus, les amis. Cours de latin, exactement. Waouh, pas mal d'objets ici. Qu'est-ce que ça donne? Tu veux un petit décrassage? Allez, allons-y. Alors voilà le strigile, n'ayez pas peur. On frotte sa peau, bon t'as pas assez transpiré ou tu es trop propre, mais il faut frotter comme ça avec le strigile pour enlever la sueur, la saleté et l'huile que tu t'es normalement préalablement mis sur le corps. Ah oui, c'est assez spécial. Hein. Voilà, c'est un gommage puissant quoi. Ah oui, comme ça. Ah oui, pas mal. Si tu as un bon gallo-romain, normalement tu emportes ta petite fiole d'huile avec toi, ce qu'on appelle une arribale. Voilà. Tiens, une arribale. Voilà, donc tu peux l'avoir avec toi, donc elle peut être en verre, elle peut être en céramique, elle peut être en métal, ça dépend des moyens de chacun. Et on a juste ce qu'il faut pour se tartiner le corps. Mais à Casino-Magus, nous, on a découvert cette bouteille en verre. Bien sûr, c'est sa reproduction, sinon je ne ferais pas ça. Ouais. C'est sa reproduction fidèle. C'est une bouteille d'un style assez classique, mais qu'on imagine contenant des huiles de massage pour les gens qui travaillent ici, justement, pour les masseurs. Tiens. Donc, on peut avoir des réserves, entre guillemets, d'huile pour les personnes qui vont vous masser et vont vous étaler l'huile sur le corps. D'accord. Après, en bon gallo-romain aussi, toujours, normalement, tu emportes avec toi ton petit trousseau de bain, sur lequel tu as ta pince à épiler. Voilà, comme ça on va bien s'épiler. Les hommes et les femmes s'épilent, hein, les deux. Juste pour les hommes, c'est très mal vu d'avoir les jambes épilées. Le reste, on peut l'épiler, mais pas les jambes. Ça se rapproche trop de la féminité. Il faut quand même pas ressembler à une femme. Pauvre légionnaire romain. C'est ça. Et voir tes ongles? Ouais, ça va. Ça, c'est pour curer sous les ongles. Ah, très important. Avoir des ongles sales, ça montre que vous grattez dans la terre, ça vous rapproche d'un animal extrêmement mal vu à l'époque. D'accord. Et le dernier, allez, je te laisse deviner celui-là. Bah écoute, c'est une surprise. J'aurais du mal là. C'est ta cure-oreille. Non. Si, c'est pour décrasser les oreilles. Coton-tige, écologique, réutilisable à l'infini. Voilà. Oui. Et ça existe encore aujourd'hui, hein, ça n'a pas disparu. D'accord, d'accord. C'est là, avec ça, vous êtes vraiment minutieusement décrassé. Voilà. D'accord. C'est vraiment dans le détail. Waouh. On a beaucoup aussi de miroirs à Casino-Magus.
Donc on a fait une reproduction, le nôtre a un petit peu souffert, il faudrait qu'on le repolisse pour qu'il fonctionne bien, mais pour les gallo-romains, c'est vraiment du bronze poli. Vous voyez ça? Voilà. Du bronze poli. Bronze poli. Pas de miroir directement. Non, mais non, ça c'est très récent l'invention du miroir. Donc c'est du métal poli ou parfois étamé, c'est-à-dire qu'on rajoute par-dessus une couche de métal un peu plus reflétant, si vous voulez. Voilà. Vous voyez ça? Voilà. Impressionnant, hein? Impressionnant. Et enfin, on n'en a pas à Cassinomagus, mais on retrouve beaucoup dans d'autres termes, bien entendu des peignes, puisque les gens se recoiffent. On a beaucoup d'épingles à cheveux, souvent qu'on trouve aussi dans les termes. Et t'en aurais bien besoin. Un petit rasage, puisque la mode gallo-romaine, c'est pas la barbe, c'est pas le bouc non plus, c'est les joues bien imberbes. La mode de la barbe arrivera un petit peu plus tard. C'est ça. Voilà, presque fin d'Antiquité. Donc un petit rasoir, lui, c'est une reproduction d'un rasoir qui a été découvert en Allemagne. Il est beau, hein? Il est très beau. Il est beau en plus. Et donc... un objet assez sympa aussi qu'on aime bien montrer aux gens et surtout aux enfants, c'est ça. Ce sont les socs de bois qui vont permettre d'isoler ses pieds de la chaleur. Parce que on pense chauffage au sol, pas de problème, mais chauffage fort au sol, il n'y a pas de thermostat. Donc ça, c'est pas non plus brûlant, mais ça doit quand même taquiner un peu les pieds, puisque dans les termes, la moyenne, c'est quand même au moins 2 heures, voire 3 heures de temps dans les termes. Donc c'est long. Donc à force de marcher sur des sols chauds, bon, voilà. Donc ils vont isoler leurs pieds de la chaleur grâce à ces socs de bois. Tu t'en doutes bien, le bois, le cuir, c'est des choses qu'on retrouve quasiment jamais, hein, mais on a pas mal de mosaïques qui nous montrent les sandales. On a des exceptions comme à Pompéi, Herculanum, on a pu retrouver les socs calcinés, et on en a en Angleterre aussi où elles ont été découvertes dans des tourbières ou des puits, donc un milieu humide. Incroyable. Voilà, donc c'est assez rare, mais on en a. C'est magnifique. Voilà. Et alors, comme on n'a pas de savon, pour sentir bon, ils mettent du parfum. C'est la base aussi de l'Antiquité, c'est-à-dire qu'on va vraiment se tartiner de parfum, on veut se sentir extrêmement bon. Donc là, tu as des balsamaires, donc des fioles de parfum, dans lesquelles on va avoir une sorte de macérat huileux. Attention, la distillation n'existe pas encore, hein. Donc on est vraiment sur de l'huile où on va faire chauffer dedans des fleurs, des aromates ou des épices ou tout, voilà. On fait quelque chose d'assez odorant, sachant que le parfum le plus utilisé à l'époque, c'est le parfum à la rose, qu'on appelle le rhodinant. À la rose, les amis. Très doux, très fin. Et le parfum, un des parfums les plus chers, ça va être le parfum royal qui contient plus de 10 épices à l'intérieur. Donc les épices, elles viennent d'Orient, elles sont très chères. Et donc là, clairement, c'est pour les riches. Voilà. D'accord. Donc quand on dit l'argent n'a pas d'odeur, si. À l'époque gallo-romaine, l'argent a une odeur. Pas mal. Et là, en passant par cette salle-là, avant ou après s'être refroidi, souvent avant s'être refroidi, puis après on va vraiment terminer avec notre choc thermique, on a vraiment fait tout le parcours des termes. Et il y a une dernière chose sur laquelle il faut insister, c'est que c'est un lieu collectif, donc c'est un lieu où on parle énormément. C'est-à-dire qu'on passe du temps aussi dans les termes parce qu'on va y rencontrer du monde, parce qu'on va écouter les derniers potins du jour, parce qu'on va faire des affaires aussi pour les hommes, on va jouer, on va manger dans les termes. On n'a pas de réseaux sociaux à l'époque. Donc il faut qu'on rencontre les gens. Tout à fait. Et le lieu le plus idéal et vraiment le plus populaire dans l'Antiquité, c'est clairement les termes. Ah oui. Et oui. Voilà, on va vraiment avoir le PMU antique, c'est ça, avec des piscines en plus. Un système de taverne. Voilà, taverne, piscine, décrassage, tout réuni. On a des textes qui nous disent qu'on a des vendeurs ambulants de nourriture qui vont passer pour qu'on achète à manger, à boire. Impressionnant. Plein de jeux d'argent qui se font dans les termes, on fait des paris, etc. Il y a certains hommes qui se donnent rendez-vous dans les termes pour faire des affaires et tout ça. Voilà. Donc c'est un lieu très vivant. Aujourd'hui, je sais qu'on dirait que c'est très bucolique et très calme. Pas à l'époque. À l'époque, c'est bruyant, c'est animé et c'est très vivant. Voilà. Les amis, on recrée des termes. Parfait. Super. On va voir les fours peut-être? Let's go. Où sommes-nous là, Charlotte? Alors là, on est descendu. Sous les termes. Sous les termes. Exactement. Donc là, tu as changé de statut social puisque tu es au niveau des employés et des esclaves qui vont faire fonctionner les termes. Faut bien travailler. Voilà, c'est ça. Donc là, on est vraiment dans les cours de chauffe, les espaces où on va réunir le plus de fours autour de nous pour pouvoir être les plus efficaces possible et donc charger en bois les différents fours. Il faut bien voir qu'un four, c'est un peu comme une cheminée qui va fonctionner non pas verticalement, mais horizontalement pour aller diffuser l'air chaud sous le sol, comme on l'a dit tout à l'heure. D'accord. On a 3 cours de chauffe et un petit four indépendant. Ça fait un total de 12 fours.
dans les thermes. Donc 12 fours à alimenter potentiellement tous les jours, toute l'année. Donc oui, on peut imaginer qu'on a beaucoup consommé de bois. C'est extraordinaire, 12 Voilà. fours 12 tous les fours, jours, non-stop. voilà. Quasiment non-stop. L'hypothèse, c'est que même la nuit, on a des équipes qui conservent au moins des braises. Voilà, parce que imaginez tout réchauffer le lendemain matin, ça paraît assez difficile. Donc on va essayer voilà, de stocker au moins du charbon de bois pour que ça garde un peu en chaleur. Voilà. Après, tous les fours de toute façon sont faits en briques réfractaires et la brique réfractaire elle, rediffuse la chaleur, sa propriété, voilà, de toute façon. Voilà. Décor assez voilà, spectaculaire parce qu'on a des grandes hauteurs de murs. On a les piliers là qui montrent bien que sur cette partie-là, eh bien, on avait une toiture. Ah oui, oui. Puisque la partie de l'ouest est protégée par une toiture, la partie dans laquelle nous sommes là n'était pas protégée, c'était à l'air libre, parce qu'il faut bien penser que la salle du milieu, le grand épidarium qui est de ce côté-là, a besoin de lumière, parce que sinon elle ne donne pas à l'air libre. Et donc ils n'ont pas mis de toit pour que cette salle-là puisse bénéficier de la lumière naturelle, et qu'il puisse avoir quand même une lumière dans les thermes. Très bien pensé. Voilà. Très bien pensé. Donc on a ces fours-là qui doivent être entretenus, qui le sont certainement de moins en moins entretenus, ce qui expliquerait l'incendie. Forcément. Ah tiens, eh oui. Et oui, voilà, c'est certainement ça qui a causé l'incendie. Dernière chose dans cet espace, il faut bien penser aussi que les fours vont se remplir de cendres. Bah oui, puisqu'on fait du feu, donc ça va se remplir. Et il faut évacuer les cendres, sinon ça va étouffer le feu. Et si tu te souviens de notre couloir, comme je vous ai parlé tout à l'heure, les fondations des thermes, normalement ce sont des couloirs clos. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont construits, on n'y remet pas les pieds, c'est vraiment les fondations. Sauf 6 couloirs. Ils sont juste là à notre droite. Ces couloirs-là, ils servent de fondation, de vide sanitaire et de rattraper la pente du terrain, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais en plus, ils sont laissés ouverts et les gallo-romains les ont utilisés pour stocker les cendres et les faire refroidir. Et donc, on a des couches de cendres assez impressionnantes dans ces salles. Ce qui a permis d'analyser les charbons de bois aussi et de voir le bois utilisé. À ton avis, quel est le bois le plus utilisé? Le chêne. Et oui. Et en plus, on retrouve chêne dans Cassano Mago. Évidemment. Et la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. On va voir ça? Eh oui. Allez, allons-y. Nous y voilà. C'est cela. Les salles cendriers, exactement. Tiens. Donc là, c'est une des salles cendriers. Donc je vous rappelle que c'est d'abord une fondation. Vous voyez, on aperçoit sa longueur qui fait en moyenne 10 mètres de long et la voûte qui va permettre donc de porter l'énorme poids qu'il y a au-dessus. Ah oui. D'accord. Mais on a une porte, on a très bien là la porte qui est encore conservée, l'espace où ils vont venir pelleter les cendres pour les faire refroidir. Impressionnant. Voilà. Petite anecdote, le trou au fond là-bas n'est pas antique. Il a été fait au 19e siècle par un abbé qui a commencé à un peu farfouiller dans ses souterrains. Et en fait, ces souterrains-là, lui, il pense que c'est les caves d'un palais. Donc pendant très longtemps, on va appeler ça les caves du palais romain, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc c'est lui qui a cassé le mur pour aller voir derrière, et il tombe encore dans un tunnel qui ne contient aucun objet, qui ne contient rien, puisque ce sont des salles de fondation. Donc elles n'étaient pas utilisées. Donc, ça l'intéresse pas très bien, et il va retourner au temple, aller chercher le marbre, et voilà, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc c'est vraiment avec Monsieur Moreau et les fouilles modernes qu'on a compris l'utilité de ces salles, qu'on a compris jusqu'où elles vont, ou partout où elles sont réparties, et leur fonctionnement. Voilà. D'accord, très bien. Voilà. Très intéressant tout ça, dis donc. Voilà, donc 6 salles cendriers et 25 salles en totalité sous les thermes. 25 salles, mais vous vous rendez compte, c'est juste extraordinaire. C'est extraordinaire. D'accord, donc l'abbé est parti chercher le temple. Oui, après il a été voir le temple, c'est ça. Très bien. Et donc à la fin du 19e, on a le premier plan du temple qui est dressé par l'abbé Michon. D'accord, très bien. Et si nous y allions? Oui, eh ben allez, on va aller au sanctuaire et au temple. C'est parfait. On y va. À tout de suite les amis. Voici un four. On est dans la deuxième cour de chauffe et là vous êtes devant un four qui permet d'alimenter en air chaud les piscines qu'on a vues tout à l'heure. Voilà. Donc l'air chaud va se diffuser sous le bassin qu'on a vu à l'étage. Et ce four-là en plus, eh bien, il possédait aussi une chaudière de métal qui va permettre de chauffer l'eau de la piscine qui est juste derrière. Wow, voilà. Impressionnant. Et nous revoici. Mais où ça, Charlotte? Eh bien, nous sommes au sanctuaire de Cassino-Magus. Vu que nous sommes allés au terme nous purifier, eh bien, nous voilà face aux dieux où nous allons pouvoir aller faire nos offrandes. Ah oui. Alors, je dis bien aux dieux, puisque c'est une religion polythéiste, donc on adore plusieurs dieux, et souvent d'ailleurs des mixtes de dieux entre des dieux gaulois et des dieux romains. C'est ça qui est intéressant. Dans la religion gallo-romaine, on va conserver d'anciens dieux gaulois qui perdurent à l'époque gallo-romaine. Ah oui. Voilà, qu'on voit encore apparaître.
D'ailleurs, sur notre inscription qu'on a découverte dans les thermes, on mentionne une déesse qui s'appelle Cobrandia, qui est vraiment la déesse, on va dire, locale de Cassinemagus. Donc son nom est purement gaulois, hein, Cobrandia. Et selon les linguistes, ça voudrait dire la déesse des confins. Ça tombe bien, puisque Cassinemagus est la confin du territoire Lemovis. Voilà. Voilà. La limite, quasiment. C'est ça, la limite du territoire. Et donc ici, vous avez derrière nous ce qui nous reste du grand temple. Donc grand temple qui est complètement inclus et encerclé. Il faut imaginer des murs partout autour de nous, dans un sanctuaire de 7 hectares, surélevé sur une petite butte. Et il est sur un podium, donc c'est ça qui nous reste en fait, c'est le podium de 3 mètres de hauteur avec les marches d'escalier. Et ensuite, vous avez une tour centrale entourée d'une colonne, qui culminait donc à 30 mètres de hauteur. Impressionnant, voilà. 30 mètres de hauteur. Voilà, donc on a clairement un temple très grand qui devait être là pour adorer des divinités très importantes. Malheureusement, on n'a pas de statue, pas de mention d'inscription sur qui était adoré dans ce grand temple. Et oui, chez les Lemovis, les amis, c'est très difficile de retrouver des divinités, oui, on a très peu de statues, en fait, de statuaires, donc c'est un peu complexe, voilà. Le seul indice que l'on a, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure, c'est cette fameuse eau qui est donc distribuée par l'aqueduc, qui va venir se retrouver sur le podium. C'est-à-dire que sur le podium, on a un bassin en fait alimenté par l'aqueduc qui va ensuite se déverser par les escaliers et jaillir un peu comme une petite fontaine entre les autels. Donc les autels, pas pour dormir bien sûr, A-U-T-E-L, où on va faire les cérémonies toujours en extérieur, puisqu'on ne fait jamais les cérémonies dans le temple, mais toujours à l'extérieur du temple. Et donc cette eau au cœur du culte, ça c'est évident. Ils ne se seraient pas donné la peine de faire cette petite fontaine jaillissante si elle n'était pas au cœur du culte. Mais alors voilà, on reste encore un peu dans le flou. Il y a quand même une hypothèse, on peut quand même en parler de cette hypothèse, mais on reste un petit peu prudent avec ça. C'est que cette fameuse inscription qui mentionne Cobrandia mentionne aussi Mars Granos, ou Mars Granus si on le latinise un petit peu, qui est déjà mentionné ailleurs, notamment à Augustoritum, qui est aujourd'hui la ville de Limoges, et qui est toujours en lien avec de l'eau. Voilà, c'est un dieu qui va être Granos, j'entends, est un dieu gaulois qu'on retrouve déjà chez les Lemovis et ailleurs en Gaule, qui est en lien avec l'eau, la guérison, etc. Et là, il a été associé à Mars, donc le père protecteur des Romains, vraiment un dieu très important pour les Romains. Bien sûr. Et donc c'est très rare de le voir associé à Mars. On le voit plutôt associé souvent à Apollon. Et là, du coup, il a été associé à Mars chez nous et à Limoges. Donc ça a l'air d'être un dieu quand même très important pour les Lemovis. Ça a l'air d'être le dieu, ce qu'on appelle tutélaire de toute la cité Lemovis, donc cité en termes de territoire. Donc un énorme sanctuaire, un des plus grands de la Gaule romaine, près de bains publics, où on trouve la mention de Mars Granos. Voilà, on peut un petit peu extrapoler, mais ça reste de l'hypothèse. Encore une fois, les amis, les Lemovis, des personnages très importants. Très importants, vraiment. Ce lieu est peut-être une spécificité. Alors on est sur une spécificité très importante également en termes de sous-sol géologique, puisque nous sommes aujourd'hui dans un cratère d'astéroïdes. Et vous avez entendu ça? Voilà. Vous avez entendu ça? On dit astéroïde ou météorite, peu importe. Alors il faut remonter il y a 200 millions d'années. Voilà, on oublie les gallo-romains, hein, bien sûr. On va plutôt imaginer des petits dinos, des petits dinosaures. Il y a 200 millions d'années, un astéroïde de 1,5 km de diamètre a chuté sur la Terre. Donc c'est à peu près à mi-distance entre la ville actuelle de Rochechouart et le village de Chassenon. Et ce cratère a été tellement d'une violence pour la Terre que ça a fait un cratère de 20 km de diamètre. Donc on est encore dans le cratère de l'impact. Nous sommes dans le cratère actuellement. Voilà, exactement, ça ne se voit plus, mais on est dedans. Et la roche locale a été traumatisée par cet impact. Donc elle a fondu, elle s'est resolidifiée, elle s'est complètement métamorphosée et elle a donné une nouvelle roche qu'on appelle de l'impactite. De l'impactite. Comme impact. De météorites, voilà, exactement. Alors les gallo-romains, ils savent probablement pas ce que c'est, hein, faut pas se leurrer. On le sait très tard, dans les années 80 seulement, on va découvrir que c'est un cratère d'impact. Mais ils prennent ce qu'ils ont sur place. Les carrières, elles sont à 2 km de nous, à peine, même pas à vol d'oiseau. Au sud, là, vraiment, ils ont extrait ce qu'ils avaient sur place. Et tous les monuments, donc on l'a très bien vu dans les termes, mais c'est le cas aussi pour le temple, c'est le cas pour l'aqueduc, etc., sont construits en impactite. Tiens, toujours. Voilà. Donc c'est vraiment la roche locale qu'ils ont extrait sur place. Par contre, que ce soit pour les termes ou le temple, on recouvre toujours l'impactite par quelque chose qui va protéger la pierre. Donc dans les termes, ça va être
des mortiers de chaux, des enduits à la chaux, voilà, donc blanc, voilà, à l'extérieur comme à l'intérieur. Et dans le temple, c'est les dieux, c'est quand même plus riche, c'est plus honorable, on veut mettre le paquet quand même, on a du marbre absolument partout. D'accord. Donc on a des marbres qui vont recouvrir cette impactite et qui vont la camoufler. En fait, l'impactite va rester le cœur du monument et après on va avoir un décor qui va venir un petit peu agrémenter tout ça. Alors on a des marbres verts, on a des marbres rouges, on a des marbres jaunes qui viennent des 4 coins de l'Empire. Grèce, Tunisie, Égypte, Pyrénées, etc. Ne me dites plus les amis que les Nemovis n'étaient pas puissants, hein, s'il vous plaît. Non, exactement. Eh ben dis donc, quelle surprise, mais quelle surprise aujourd'hui sur le site. N'hésitez pas encore à venir nombreux les amis, hein. Et en famille, vous avez même des jeux pour enfants. Des jeux pour la plupart d'époque, au passage. Charlotte, nous allons nous laisser. Moi, je vais continuer ce tour. Merci pour cette présentation. Merci à vous. À très bientôt. À bientôt. À Casino Magus. Avec grand plaisir. Vive la France et vive la Gaule. À tout de suite les amis.